Et encore inconnu du grand public, il y a 2 ans, Emmanuel Macron est en passe de devenir le nouveau président de la République. Yvan Blot, haut fonctionnaire et consultant pour les médias russes, a dressé le portrait de l'ancien banquier selon la théorie de la causalité d'Aristote. Pour lui, Emmanuel Macron est avant tout mu par son ego. J'ai pris la peine de lire son livre Révolution. Et au bout d'un moment, j'ai eu comme un malaise en lisant le livre. J'avais l'impression que l'homme parlait de lui tout le temps en faisant son propre éloge sans arrêt. Alors j'ai pris un crayon et puis j'ai compté le nombre de fois où il mettait je, moi, je, moi. Et sur les 50 pages, après j'en ai eu assez, sur les 50 premières pages, j'ai vu qu'il avait dit 252 fois je, moi. Alors je me suis dit, après tout, c'est une campagne présidentielle, combien de fois il a parlé de la France? Et je reprends mes 50 premières pages, il parle une fois de la France. Donc quelqu'un qui parle 250 fois de lui-même et une fois de la France, c'est pas très rassurant pour un candidat aux élections présidentielles. Donc c'est un homme qui est complètement centré sur son ego. Et alors ça, c'est extrêmement dangereux pour un chef d'État, pour quelqu'un qui est censé s'occuper de l'intérêt général, évidemment. Et au-delà de son obsession narcissique, Emmanuel Macron a un avantage non négligeable pour arriver à ses fins, son réseau, ou plutôt ses réseaux. Il y a une série de réseaux, si vous voulez, qui sont mis en place, donc du copinage en quelque sorte. Et le cumul de tous ces réseaux finit par vous donner un pouvoir considérable et permet comme ça de se passer en quelque sorte contact direct avec le peuple. Alors dans le cas de Macron, il y a évidemment les médias, ça c'est un réseau extrêmement important qui permet d'asseoir son pouvoir. Il y a les réseaux administratifs, c'est un ancien inspecteur général des finances. Bon, ensuite il y a les réseaux financiers et bancaires puisqu'il a été chez Rothschild. Il y a les réseaux plus politiques. Même s'il ne se dit pas socialiste, enfin ça n'empêche quand même qu'il y a tout l'appareil directeur du Parti socialiste et de l'Élysée qui est avec lui. Ensuite, il y a les réseaux qui sont moins connus, comme les réseaux maçonniques par exemple. Alors les réseaux maçonniques, évidemment, par définition, ils sont censés être secrets, discrets, donc c'est plus difficile d'en parler, mais je suis très bien placé là aussi pour avoir vécu dans l'administration française pour voir à quel point ils sont puissants. Je peux vous dire qu'il y a des postes, par exemple, au ministère de l'Intérieur, si vous n'êtes pas franc-maçon, vous ne les aurez jamais. Bon, c'est écrit nulle part, il n'y a pas de décret, de loi, etc. Mais c'est la réalité des choses. Bon, en plus, les gens n'osent jamais en parler parce qu'ils ont peur. Donc ces réseaux-là, ça joue un rôle évidemment très important. Il peut y avoir d'autres réseaux éventuels qui peuvent donner aussi un coup de main à l'occasion. Il a l'air quand même d'avoir des relations privilégiées avec le réseau gay. Je ne sais pas s'il est homosexuel lui-même, mais enfin, en tout cas, Berger, par exemple, qui représente une personnalité très importante de ces milieux-là, a dit le soutenir totalement. Et il y a eu des articles très favorables dans des journaux aussi de ce réseau. Donc ça fait un réseau supplémentaire. Quand on fait le total de ces réseaux, évidemment, c'est sûr que ça finit par faire une oligarchie extrêmement puissante. Et on a presque de façon pure dans cette élection au deuxième tour l'opposition entre les deux formes principales de vie politique aujourd'hui en Occident, qui sont l'oligarchie et la démocratie.